Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode Band of NBRs, épisode 3, dimanche 28 février 2021. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que mes collègues spécialistes vont bien. On a ce soir Pi, on a Zishan, on a Muggsy en direct de Londres et on a notre backup préféré, Victor, qui n'a rien préparé. Salut les gars, comment s'est passée la semaine? Comment allez-vous? Prêts à débattre pour une petite heure là? Les trois quarts d'heure, on va essayer de faire trois quarts d'heure. Quelle bonne semaine. De toute façon, je vois Zichan, je suis prêt à débattre avec Zichan. Ah, c'est ça que j'aime bien. On va donc s'en tenir à 45 minutes. Je vais lancer le chrono comme ça ira plus facile, ça sera plus facile. On va commencer avec une première partie. On a un petit peu changé la formule, on a discuté cette semaine. On a eu une espèce de conférence de rédaction, si on peut dire, pour voir un petit peu comment on pouvait alléger l'émission et être un petit peu plus fluide. On aura donc une première partie où chacun aura exactement 3 minutes pour me donner son coup de chaud de la semaine, que ce soit positif ou négatif. Mais j'insiste sur le fait d'une seule action, une seule chose à mettre en exergue. On passera ensuite à nos dossiers avec deux dossiers ce soir. On parlera du All-Star Game prévu dimanche prochain, qui fait beaucoup parler, que ce soit au niveau de la formule, au niveau de la tenue, enfin on a plein de choses à dire. Et on terminera avec un petit quiz, comme on a l'habitude de terminer cette émission. On démarre donc avec la première partie, le coup de chaud. Donc je rappelle, 3 minutes chacun pour me dire ce que vous avez pensé sur une personne, enfin sur un joueur, sur une équipe, sur une situation, mais vraiment une seule chose par spécialiste. Qui veut commencer? Allez, Allez, Pierre, je peux prendre, c'est à toi. le début. Alors, je vais avoir un petit coup de cœur pour Zach LaVine parce qu'il fait une semaine assez sérieuse. Alors, si on prend la semaine stricte depuis mercredi, ils sont simplement en 2-1. Si on prend la semaine dernière et qu'on remonte à samedi dernier, on est sur un petit score de 3-1 pour les Bulls. Il est avec des pourcentages de réussite hallucinants. 62% de réussite au total sur la semaine. Il est à 57% à 3 points. Que des matchs où... Alors, il a un gros problème, c'est le seul point négatif, c'est qu'il perd beaucoup de ballons, mais sinon, c'est que des matchs où il pèse énormément. Il y en a un où Kobe White le seconde un petit peu, et je crois même que Kobe White termine meilleur scoreur du match pour le coup, c'était lundi à Houston. Mais sinon, il a vraiment des prestations de patron. Il a élevé son niveau de jeu. Je ne sais pas si c'est la sélection All-Star Game qui a ce résultat-là sur lui, mais il a eu une semaine très sérieuse. Très bien. Personne On verra si on a le temps dans cette première partie de revenir. Là, chacun me donne un petit peu son coup de chaud et puis on en rediscute juste après. Écoute, Moi, je vais enchaîner sur mon top flop, on va dire, de la semaine. Étant supporter de Boston depuis ma tendre naissance, je suis un peu déçu. C'est-à-dire que là, on va dire, Boston a fait un début de saison qui est assez correct. Et depuis quelques temps, on gagne un petit peu à l'arracher les matchs. Et là, on passe une semaine catastrophique. On perd 3 matchs d'affilée. On en gagne un, mais vraiment sur le fil grâce à Kemba Walker. Mais là, c'est une très très grosse déception du côté de Boston. Parce que j'aimerais déjà, moi, dans un premier temps, les voir plus haut. Et je pense que même pour tous les fans de basket, Boston, ça reste quand même une grande équipe. On aime les voir en haut du tableau. Et quand ils jouent au basket, quand il y a un collectif, ils sont limite intouchables. Là, aujourd'hui, je me pose des fois des questions. Je me dis, est-ce que c'est Marcus Smart le franchise player de cette team ou pas? Parce que là, il n'est pas là, ça va pas. Déjà te poser la question, c'est un mauvais signe. Ouais, mais on en avait déjà parlé il y a la première émission que Smart, c'était quelqu'un qui avait une énergie fou et qui ramenait dans son équipe. Et je pense que là, aujourd'hui, on en a peut-être besoin. Parce que même Tatum, que j'aime beaucoup, a été assez décevant cette semaine. Donc là, franchement, il va falloir que vraiment Boston se réveille. Parce que s'ils veulent vraiment faire quelque chose, il va falloir remonter tout de suite. Là, ça va pas. Ils prennent une gifle face aux Pélicans avec un retour incroyable. Je crois qu'ils sont à plus 25 ou plus, ils plus perdent 24. au début du match. Écoute, moi, j'ai regardé le match, je me suis couché. Parce que le premier carton, il y a 28-4, je crois, ou un truc comme ça. J'ai arrêté, j'ai dit, vas-y, ça suffit. Mais ils ont gagné le match. Je suis d'accord avec ton analyse sur Marcus Smart parce que je pense qu'offensivement, Tatum et Brown, ils font le taf. Maintenant, il manque une identité défensive. Et c'est cette mesure-là que Smart il a portée. Dans la mesure où il n'est pas là,
ça se sent vraiment fortement qu'il manque quelque chose à Boston. Et pour moi, c'est l'aspect défensif que Smart il a amené. Mais là, ils ont tenté quelque chose. Ils ont mis Brown en meneur sur un ou deux matchs et j'ai pas trouvé ça concluant. Le premier match, il a eu une belle feuille de stats et le deuxième, c'était pas il a tout mis à côté en tir et Boston a perdu, mais bon, ils ont perdu. On a l'impression qu'il tricote un peu là en ce moment, effectivement, par rapport à Brown repositionné plutôt. C'est pas très clair. On ne sait pas dans quel sens ils vont, donc j'espère quand même que ça va aller un petit peu mieux, parce que même si je suis pas un grand fan de Boston, c'est vrai qu'on est habitué à les voir en haut de tableau, et c'est tout à fait vrai ce que Deschani disait. Justement, Victor, tu enchaînes avec ton coup de chaud de la semaine. Alors, mon coup de cœur de la semaine, très étonnamment, je vais dire New York. Je pensais que Pi allait sortir New York pour la semaine. Je suis vraiment très content pour eux, parce qu'on aurait, comment dirais-je, pas pu mettre une pièce sur leur 50-50 à cette période de la saison. Je suis très content parce que je vois les joueurs souriants sur le terrain, donc j'ai l'impression que la méthode Thibodeau fonctionne aussi. Même Franck Milikina est rentré sur le terrain, il a fait son taf. On en parlait la semaine dernière. Ça fait 2 matchs, on va attendre, mais pour l'instant, c'était pas mal. Il fait 2 entrées positives. Il fait une interception décisive qui fait gagner le match. Il met ses lancers. Il est resté impliqué, donc ça, c'est important. Donc moi, je mets ça coup de cœur. Donc chapeau pour New York et pour tous les fans de cette équipe. Je pense que c'est pas mal aussi. Et il faudrait que... Vas-y. Mais en fait, moi je suis d'accord avec toi, Vic, mais du coup maintenant j'ai ce pressentiment pour les semaines à venir que ça va devenir de plus en plus compliqué pour eux. Ouais, mais j'espère me tromper, hein, mais parce qu'il y a pas mal d'équipes qui étaient pas bien et qui commencent à gagner un peu plus de matchs. Donc à l'Est, tu vois des équipes qui sont en 9e, 10e, 11e position qui commencent à remonter tout doucement, à coller tout doucement. Donc maintenant, ça va commencer à devenir un peu... c'est bien, ouais. Après le Star Game. Voilà, c'est ça. En fait, je suis d'accord avec ton analyse, mais tu sais, je veux dire, sur le moment, c'est-à-dire au début de saison, on n'aurait jamais pensé qu'il serait 5e de la conférence Est à cette période de la saison. Donc, tout ce qu'ils prennent, c'est du bonus. Et ça fait plaisir de les voir contents, puisque l'année dernière, ils étaient les mecs un peu en mode... Non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On peut dire que tu peux ne pas être supporter de New York, mais dans le basket, dans la NBA, on est d'accord. Voilà, la mecque du basket est bien représentée, en tout cas, sur cette partie de saison. Je peux pas dire ça, moi, j'ai pas le droit de dire ça. Mais oui. On prend la direction de Londres à présent. Tu fais bien, Zichan. Muggsy, on t'écoute. Oui, alors, j'ai choisi deux autres thèmes. Le premier, ce sera déjà, en fait, LeBron James, malgré que son équipe n'arrive pas à gagner, je pense que c'est quand même, il s'établit comme un leader. Le fait que, je pense que les Lakers sont dans une période d'incubation. Il a envie de leur montrer aussi que, tu sais, si Anthony Davis ou lui n'est pas là, il faut qu'il trouve un moyen de gagner et de s'affermir et d'être fort, parce que l'objectif reste le même, à savoir aller au bout et gagner cette bague. Donc ça, c'est pour la partie sur le terrain. En dehors du terrain, j'ai bien aimé sa réponse à Zlatan, à Ibrahimovic. J'ai pas compris pourquoi il est venu et lui a fait un tacle à la gorge alors qu'il est impliqué dans sa communauté et que tu peux juger ses actes politiques, ses prises de position, mais sur ce qu'il a fait pour sa communauté black aux US, bon, l'école et qu'il a fait, je vois pas ce que tu as à dire là-dessus et pourquoi tu l'attaques. C'est Zlatan. En termes de flop et coup de griffe, c'est du Zlatan, mais bon, le coup de pub, je pense sur autre chose, ça aurait pu marcher, mais là, il trouve autre chose. Peut-être un truc extra. Le mec, il s'est toujours investi au niveau de sa communauté depuis qu'il est joueur, donc il est intouchable là-dessus. On rappelle que Zlatan a dit que si LeBron voulait s'impliquer encore plus, il avait qu'à partager son salaire avec les communautés les plus défavorisées. Du Zlatan dans le texte. Et Zlatan, il avait aussi dit qu'il ne devait pas parler de politique, pas prendre position, que ce n'était pas le terrain des politiques, alors que lui-même avait parlé de politique. Enfin, presque. C'est une amnésie sélective. Bon. Lui-même dit que personne n'a rien à lui dire. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi il va parler sur LeBron alors que lui-même, il a ce caractère de on ne me dit pas ce que j'ai à faire, je fais ce que je veux et je m'appelle Zlatan. Tout à fait. L'autre, vous pouvez le voir derrière moi, c'est Vice Baby. Bon, je n'ai pas besoin de rajouter, mais en tout cas, Adebayo, Butler reviennent et il faut faire attention à Miami, on l'avait dit. Tu vois, comme si je te dis, ces équipes-là vont remonter à un moment donné et il faut faire quand même attention.
Le coup de griffe cette semaine, en tant qu'un représentant de la nation celte, j'ai du sang vert, mais là, je vois rouge partout. Belle formule. Très belle Oh formule. là là. Pas mal, pas mal. MC Muggsy, frère. Il sort l'album bientôt. Non, mais On a perdu. on peut chercher beaucoup de raisons. On parle de Smart et compagnie, mais c'est un sport d'équipe. Je pense qu'il y a une erreur de casting depuis que, comment il s'appelle, celui qui est parti aux Hornets. Hayward est parti. Hayward. Et grosso modo, on cherche à mettre quelque chose en place, mais on sait quels sont les problèmes qui ont été identifiés à la main, Pivot, tu sais, en voilà. termes de pivot. Et on est en train de tourner autour. Donc, on sait qu'il y a un trade qui devait se faire entre Miles Turner et McDermott. Maintenant, toutes les options qui vont être mises en place, on va les évaluer par rapport à ce trade-là. Est-ce que ça améliore l'équipe ou pas? Là, on est en train de parler de Horford, à voir comment ça se passait. On est en train de critiquer Brad Stevens alors que c'est un bon coach. Je pense qu'il y a une transmission entre lui et les joueurs. Il y a un problème et il faut qu'il soit réévalué parce que concrètement, là, en termes d'efforts, quand Danny Ainge vient parler d'efforts, ça veut dire que concrètement, les joueurs ne s'y mettent pas et qu'il faut revoir quelque chose là-dessus. Et pour terminer, bien sûr, Houston, we have a problem. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, bon, peut-être que c'est la stratégie, la technique, mais réanimer le patient parce que là, c'est chaud. Là. Heureusement qu'on avait dit un seul coup de griffe. Hein. Un seul. C'est pas grave, mais en tout cas, 3 minutes. c'est bien, effectivement. Messieurs, on se retrouve, on va faire une première pause, on se retrouve dans quelques minutes pour parler All-Star Game et pour parler de James Harden. À tout de suite. À tout de suite. Deuxième partie, Band of NBAers, épisode 3 de notre podcast, The Podcast, hein, Band of NBAers, The Podcast. Dimanche 28 février 2021. On est donc ensemble encore pour une grosse demi-heure pour parler basket NBA. Messieurs, on va parler du All-Star Game qui a donc lieu la semaine prochaine. Zishan nous fait part de sa dextérité pour nous montrer sa belle veste. Je rappelle que cette année, Cette année, le All-Star Game se déroule dans une formule un petit peu différente sur une seule soirée. Du côté d'Atlanta, ça aura lieu donc dimanche prochain, le 7 mars. Début des festivités à minuit et demi, heure française, avec les premiers concours. On aura ensuite le match des étoiles et puis ensuite on aura les concours à la mi-temps. Messieurs, je vais vous poser une question simple. On a beaucoup parlé de ce All-Star Game depuis quelques temps. Je rappelle que la nouvelle formule est en cours depuis 2018. On a donc 2 capitaines qui choisissent leurs joueurs. On n'a plus de confrontation entre l'Est et l'Ouest. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce nouveau format? Je ne parle pas de la pertinence de maintenir cet événement cette année, vu le contexte. Là, je parle vraiment de ce format qui est donc en activité depuis maintenant 2018. Pour ou contre ce format? Écoute, si je peux me permettre, le format en lui-même, je le trouve sympa. Maintenant, ce que je déplore, c'est on a enlevé en fait cette espèce de rivalité qu'il y avait entre l'Est et l'Ouest. Ça me turlupine un petit peu. Et par rapport à ça, je trouve qu'il y a un petit manque d'intérêt puisque les joueurs sont mélangés. Voilà, je suis un peu perdu et c'est pour ça que ces dernières années, je ne regardais pas trop le All-Star Game. Et depuis la nouvelle formule, à part quand même, l'année dernière, ils ont fait quelque chose de sympa où pendant les 3 quarts temps, l'équipe qui gagnait, ils avaient $100 000 pour des associations. Ça, je trouve ça top. Et le dernier carton, ça jouait vraiment. Ça a redonné un peu de peps à ça. Donc, pour ça, je suis OK, mais je suis nostalgique de Est-Ouest. Et je rappelle d'ailleurs que ce format qui était en cours en 2020 est renouvelé pour cette année avec le score qui est remis à 0 à chaque début de quart-temps. Et comme en 2020, en hommage à Kobe Bryant, il faudra atteindre 24 points de plus que le total le plus élevé au début du 4e quart-temps. On prend un exemple, s'il y a 116-110 pour une équipe au début du 4e quart, ça sera la première équipe à 140, puisque 116 plus 24 égale 140, qui aura donc gagné le match. C'est un peu compliqué, c'est pas ce qu'il y a de plus simple en termes de lisibilité, mais en tout cas, c'est la formule qui a été annoncée. Maxi, je t'ai coupé, je te redonne la parole. Ouais. Merci, Tchos. En fait, je suis pour cette formule en termes de relancer en fait le suspense pour le match. Je vais juste revenir au point que Victor a dit par rapport à l'historique. Et c'est vrai qu'on a commencé dans cette génération, il y avait vraiment cette rivalité Est-Ouest. La réalité, c'est que quand tu regardes les pièces de l'échiquier, il y a eu énormément de changements entre l'Est et l'Ouest. Donc, les affiliations qu'il y avait avant, LeBron, qui était un gars de l'Est, Playoff P, qui était un gars de l'Est, maintenant sont à l'Ouest, et vice-versa. Donc, est-ce qu'il y a forcément besoin d'avoir cette rivalité maintenant?
vu que très peu sont engagés dans leurs conférences respectives depuis leur début, je me pose la question. Le fait que maintenant, c'est un peu une bande de potes qui se retrouvent, qui font ça, ça ne me dérange pas. On va voir maintenant de nouvelles équipes qui vont se mettre en place, de nouveaux automatismes, et peut-être que ça relance un petit peu. Alors maintenant, je veux dire, cette draft aussi, elle est intéressante parce que ça va être choisi en fonction de ce que l'autre choisit, choisis ta réponse, le poison que tu vas lui mettre en face, et ça relance un petit peu. Maintenant, c'est vrai que, Est-Ouest, la réalité, elle est changée. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on change? Et j'irai un peu plus loin, je me dis, par rapport à la série All-Star, est-ce qu'il faut que tu restes côté Est-Ouest? Quand tu vois qu'il y a un bilan, des équipes qui ont des bilans et des joueurs qui performent côté Ouest, est-ce qu'il ne faut peut-être pas rebalancer et donner plus d'importance à l'Ouest? À voir. Concernant la draft, ça aura lieu donc jeudi 4 mars. LeBron et KD, qui même s'il est blessé, restent capitaines, vont donc choisir leurs équipes. Je sais que Vincent, qui n'est pas là ce soir, qui n'était pas forcément pour cette formule, justement, cette formule qui est de draft, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble sympathique ou vous préférez l'ancienne formule pareil? Non, moi, de A à Z, Zichan, pardon, je te coupe 2 secondes et je vais donner mon avis vite fait. Déjà sur la première partie, je n'aime pas cette formule avec trop de choix. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait le choix de ne pas choisir. C'est-à-dire que le 5 majeur, c'est les votes. Les remplaçants, normalement, ça reste les entraîneurs qui choisissent ceux qui seront remplaçants. Et ensuite, pour savoir quelle équipe va être composée, on fait que le capitaine tire au sort. Trop compliqué. À l'ancienne, c'était assez simple et c'était très efficace et on a tous aimé ces confrontations-là. En fait, je n'arrive pas à comprendre. S'ils voulaient relancer l'intérêt du All-Star Game, c'était pas le All-Star Game à proprement parler. C'était l'implication des joueurs. Ce qu'on reprochait au All-Star Game, c'est qu'il n'y avait pas de défense. C'était limite un concours de dunk et un concours de meneur, de dextérité de meneur dans le match. Juste, on dit au coach, serrez un peu la vis en défense, faites-nous des vrais matchs. Et c'était parfait. Là, la formule, tout le monde le dit, illisible. Même ceux qui sont pour et ils sont à moitié pour, ils ont quand même des retenues. Je ne vois pas l'intérêt de cette formule. Et par rapport à la draft, c'est encore pire en fait, parce que permettre aux joueurs de choisir avec qui ils vont jouer, c'est au détriment de la logique de la construction d'une équipe. La première fois où ils ont mis en place ça, je me rappelle que l'équipe LeBron, je crois qu'il n'y avait aucun meneur ou c'était aucun pivot, mais il y avait une absence sur certains postes. C'est aucun sens. Voilà un avis tranché. Zichan? Ouais, non, moi, je suis un peu mitigé. Faut se mouiller là, faut se mouiller là. Pierre s'est mouillé. Je suis un peu de l'avis de Pierre et de Vincent aussi. Moi, j'ai grandi dans le basket. On est une autre génération, comme tu aussi. Après, c'est une question de génération, donc je peux le comprendre pour les nouvelles générations, les jeunes d'aujourd'hui. Peut-être que eux, ils voient pas la différence de ce que nous on a pu vivre à l'époque. Mais cette confrontation qu'on a pu voir nous il y a 20 ans, 25 ans en arrière, c'est sûr qu'on ne la reverra plus aujourd'hui. Donc qu'ils changent de format aujourd'hui et qu'ils fassent plus ce qu'ils faisaient à l'époque, ça me dérange pas. Je suis un peu dégoûté parce que même en même temps le Star Game, ça fait des années que je ne le regarde plus. J'ai plus la force. Je préfère l'enregistrer, le regarder le lendemain et encore en avançant. On n'a plus ce truc-là. Donc maintenant, qui veulent faire ça, ok, mais il ne faut pas oublier une chose, que avant tout c'est un business, et que derrière il y a des gros sponsors, il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc c'est les plus gros touchés aujourd'hui, c'est les sponsors. Pourquoi on a gardé cet événement sans spectateurs? C'est parce qu'il y a énormément d'argent derrière. Peut-être encore plus cette année. Exactement. Et maintenant, au niveau de la draft, moi personnellement, je m'en fous un petit peu. Je veux voir des meilleurs joueurs. Non, mais je veux voir les meilleurs joueurs sur le terrain. Donc quand tu regardes il a dit. Hein. Quand tu regardes la liste des joueurs qu'il y a, c'est sympa, c'est intéressant. La semaine dernière, j'étais un peu énervé par rapport à Sabonis. Maintenant, il est rentré dans la boucle parce qu'il méritait et je ne comprenais pas pourquoi. À l'époque où ils ont fait la team, Indiana était quatrième à l'Est. Sabonis, c'est du 20 points, 10 rebonds, 5 passes. Il y avait 0 mec. Il n'est pas glamour. Il n'est pas glamour. C'est pas un mec qui. Non, mais il y a des mecs comme ça, ils ont des très bonnes stats, mais ils n'auront jamais de All-Star parce que ils vendent pas assez de maillots, ils sont pas dans une. Mais c'est quoi les critères? Attention. Les critères pour être au All-Star Game, c'est des stats personnelles et collectifs avec ta team.
En fait, Donc, il y a pas. Où est la définition? Parce que c'est ça. parfois, c'est des joueurs pour récompenser leur saison. Parfois, c'est parce que c'est des superstars et que Kevin Durant, il a pas une saison extraordinaire, il est capitaine. Il y a des joueurs qui n'ont plus joué que lui. Enfin, il fait pas une saison extraordinaire. Il n'est pas assez présent sur le terrain. Je suis assez d'accord avec Zich dans la mesure où Sabonis il fait une bête de saison. Je vois pas pourquoi Vucevic il est à la place de Sabonis. Eh ben, parce que Vucevic, il est costaud. Non, mais Vucevic, il était très. Vucevic, il était Il est dans les 12e mêmes quand ils ont sélectionné, il était 12e de Voilà, conférence. il était 12e de conférence contre le 4e de conférence. Le mec, à stat, je ne vais pas dire égal, mais je veux dire, les mecs, ils ont quand même des impacts forts sur leur équipe. Moi, je prendrais le mec qui est plus haut pour récompenser sa saison. Mais c'est exactement comme Booker. Comme Booker avec les Suns, ils ont pris Chris Paul. Il n'y a pas de souci, Chris Paul. Mais quand même, Booker, il a fait du taf. Booker, est-ce que, par exemple, je ne dis pas que je comprends, mais je dis la réflexion, l'année dernière, Booker, il était déjà à Phoenix, et Phoenix, il n'y a pas eu de décollage. Cette année, le changement principal, c'est l'arrivée de Chris Paul, et il y a le décollage chez Phoenix. Attention. C'est peut-être pour ça qu'il récompense Chris Paul. Attention, la fin de saison dans la bulle, ils ont quand même. Ils ont été la meilleure équipe. Oui, ils ont pris, mais c'était encore une fois, c'était pas Booker qui a pris feu. C'était quoi? L'équipe. Muggsy, toi qui tout à l'heure parlais des Celtics, je rappelle qu'il y a 2 Celtics qui ont été sélectionnés à l'Est. Est-ce que ça te paraît logique par rapport à ce que tu as dit et par rapport à ce que Zich a dit tout à l'heure concernant l'état de forme des Celtics? Ça me paraît logique. Et honnêtement, je vais revenir par rapport à ces discussions aussi qu'on a par rapport aux critères. La réalité, c'est qu'on a tous un biais en disant on va prendre ceux qui sont synonymes avec la victoire. Mais quand tu regardes la formation des équipes récentes, tous sont dus en fait où ils ont allié en fait des pièces pour pouvoir viser le titre. Donc réellement, si tu es dans une bonne équipe et qu'il y a des bonnes pièces, guess what? Tu vas avoir plus de chances de pouvoir être sélectionné au All-Star Game alors que quand tu es tout seul et que tu restes un peu plus acharné. Sur les 2 Celtics, sur les choix, on peut revenir, on peut débattre. Voilà. On peut venir et on peut critiquer. Honnêtement, ce qu'il faut regarder aussi, la question que je me suis posée, c'est OK, on regarde un tiers de la saison, les performances que tu as fait. Mais pose-toi aussi la question, si tu devais faire une draft aujourd'hui par conférence, quel est le joueur que tu peux sélectionner jusqu'à la fin de la saison? Des gens qu'on a oubliés comme Tobias Harris ou Butler méritent aussi, même si leur équipe ou l'équipe par exemple de Miami n'avait pas les résultats. Butler a manqué des matchs, mais Kevin Durant en a manqué aussi, Kyrie en a manqué aussi, et ce mec-là n'est pas dans le truc alors qu'il n'est même pas considéré. À la fin de la saison, s'il gagne, il fait partie d'une All-NBA ou qui va au bout avec Miami, ce serait juste en fait dément. Mais est-ce que justement, messieurs, ce manque de considération par rapport à certains joueurs, ça décrédibilise pas un petit peu le All-Star Game? Mais en fait, je pense pas. J'ai envie de te dire non, Seb, tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu es limité à 12 joueurs. C'est ça, 12 joueurs au All-Star Game? Je crois qu'ils sont 15. Je crois qu'ils sont 15 dans le roster. C'est pas 12 par équipe? Si, c'est 12, c'est 12, c'est 12, c'est 12, c'est 12. C'est 12 par équipe? Ouais. 12 par équipe. Aujourd'hui, franchement, tu peux rajouter des joueurs, en fait. Donc, c'est toujours la même histoire. Tu pourras toujours parler de quelques joueurs qui n'ont pas été pris et qui méritent peut-être par rapport à leur début de saison, par rapport à ce qu'ils ont produit. Donc, c'est pas nous, on va pas être déçus, nous, en tant que supporters. La déception, elle sera du côté de... C'est comme Bam Adebayo. Adebayo, il a exactement les mêmes stats que Sabonis, hein, tu vois, et qui fait aussi du taf. Donc, Lucille, il mérite peut-être d'être All-Star. Maintenant, on pourra discuter sur pas mal de joueurs. Si tu rajoutes maintenant, tu fais une équipe de 15 joueurs par team, il y aura peut-être moins de frustrés. Mais voilà, après on a plus de 24 joueurs. On a plus que 24 joueurs All-Star. Ça, c'est sûr. Par conférence, oui. Pour résumer, il y aura toujours, effectivement, comme tu l'as dit, il y aura toujours des joueurs qui seront laissés sur le carreau. Moi, le seul problème que j'ai, c'est que je trouve que le critère de est-ce qu'on récompense le début de saison comme Julius Randle? Est-ce qu'on récompense la carrière du joueur comme Vucevic qui est sérieux depuis toujours? Ou est-ce qu'on récompense l'impact du joueur dans une équipe comme par exemple le joueur dont je porte le maillot, Lavigne? L'équipe elle est éclatée, sauf que lui il a un niveau qui est insolent et il est sélectionné.
il y a des fois où c'est Non, mais c'est pas. frustrant. Je Non, mais pense le que All-Star Lillard Game. oublie, Non, le All-Star Game, c'est par rapport à la Le saison. All-Star Game, c'est chaque année, c'est par rapport à ce que tu as produit entre le début de saison et le mois de février. Enfin, La date des il n'y All-Star a pas Game. de carrière. Maintenant, je voulais c'est juste pas- revenir sur Durant. Moi, sur Durant, c'est pareil. C'est pour ça que des fois, ça m'énerve leur truc. Durant qui est blessé, qui reste capitaine, donc il va choisir des joueurs avec qui il ne va pas jouer quoi. Sur un terrain. Je trouve ça complètement. C'est nul. Mais pourquoi c'est pas les absurde. coachs qui font la draft? absurde. C'est ça que je veux. Alors Quitte les à faire joueurs, qui va faire c'est le draft, pourquoi simple, c'est pas les les deux capitaines vont choisir chacun 8 joueurs et ensuite les joueurs qui restent seront décidés par les coachs. Une formule. Non, mais pourquoi C'est vraiment un manque de lisibilité quand même. Enfin, oui. me concernant personnellement, je trouve que c'est pas très clair tout ça. Messieurs, Ouais. on est déjà pris par le temps. On a bien compris que c'est bien parce qu'on a des avis pour, des avis contre. Je pense qu'on va avoir la même chose sur le dossier qui nous attend tout de suite après la coupure. On va parler de James Harden. À tout de suite, mes amis. À tout de suite. Troisième et dernière partie de ce Band of NBAers, The Podcast, épisode 3, dimanche 28 février. On est ensemble pour parler NBA et on va parler d'un homme qui fait beaucoup parler de lui en bien ou en négatif. C'est James Harden, un homme qui ne laisse personne indifférent. Je rappelle, James Harden, 31 ans, drafté en 2009 en 3e position par le Thunder, MVP en 2018, meilleur marqueur 3 fois de suite en 2018, en 2019, 2020, meilleur passeur en 2017, membre des Brooklyn Nets depuis le mois de janvier et un gros trade. Il tourne cette saison à 25 points, 7,5 rebonds et 10,9 passes décisives, ce qui en fait de lui le meilleur passeur de la ligue. Qui veut prendre la parole pour parler de James Harden? On a un petit peu choisi de nommer cette partie. Quelle est la place de James Harden dans l'histoire, selon vous? Dishan, vas-y. Non, allez-y, parce que moi, je vais contredire pas mal de personnes, je pense. Je préfère que vous commenciez. Alors, moi, je vais mouiller. Je vais dire que Harden doit certainement faire partie des rares joueurs qui vont rester dans l'histoire et qui, il est assez déjà installé dans l'histoire sans avoir de titre. Après, être dans l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est parmi les 10 meilleurs arrières de l'histoire du basket? C'est possible. Est-ce que c'est vraiment le genre de joueur sur lequel on rêve de devenir ou on rêve de se construire? Je ne sais pas. Après, il est en train de commencer à montrer un autre visage à Brooklyn, donc peut-être que dans quelques mois, ce que je vais dire là sera différent, mais enfin mon point de vue aura évolué. Mais en fait, je trouve que c'est un joueur qui a montré des qualités extraordinaires, mais qui a eu une manière de les utiliser qui m'a beaucoup dérangé. Alors c'est sûr que faire des matchs à plus de 50 points en série, en pagaille comme ça, c'est impressionnant. Énorme respect. Il fait des choses il arrive à récupérer des fautes que personne n'arrivait, ce que personne n'arrivait à faire, il arrive à le faire lui. Il a en fait une capacité à vampiriser le jeu, qui est aussi impressionnante que détestable à mes yeux. Et c'est ce qui fait que il va rester dans l'histoire parce que il marque l'histoire. C'est un joueur à part. Mais j'ai du mal avec lui pour ces mêmes raisons. Jean-Michel, politiquement correct. Qui veut enchaîner? Non, je suis assez d'accord avec certains arguments que Pi a avancés. Alors moi, je trouve qu'il va rester dans l'histoire parce qu'en attaquant pur, dur, c'est rare de voir un mec aussi efficace en 1 contre 1. Maintenant, moi, la problématique que j'avais avec lui, c'est de ne pas faire gagner son équipe par exemple, dans la deuxième partie de saison, donc ça va être côté playoff. Je veux dire, indéniablement, c'est un mec qui va marquer l'histoire. Alors, j'étais un peu moins fan de James Harden à Houston. Maintenant, depuis qu'il arrive au Nets, je trouve qu'il a eu une évolution. Je ne sais pas si mentalement, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça fait un mois. Oh là là. Doucement. Oh là là. Ça a changé quand même. Le mec a retourné sa veste, quoi. Ah ouais. Ben non, je vous dis que je n'étais pas d'accord avec lui à Houston dans sa manière, comme tu le disais, de vampiriser le jeu, parce que c'était lui et même pas les autres, c'était lui et lui en fait. Et au Nets, j'ai l'impression qu'il a compris que, en même temps, tu me diras avec Kyrie et Kevin Durant, les mecs, ils sont armés quand même pour aller titiller les plus gros à l'Est et voir potentiellement aller jusqu'au bout. Maintenant, j'aime beaucoup cette facette-là parce qu'il distribue le jeu, il joue propre. Le mec, il joue archi propre. Donc là, pour le moment, oui, sa place dans l'histoire, pour moi, il l'a déjà. Alors, pour moi, c'est contradictoire parce que pour moi, il est dans l'histoire, mais il n'est pas encore dans le niveau des superstars type LeBron, Kevin Durant qui va y arriver, ce genre de joueurs-là. Stephen Curry,
il est dans l'histoire, mais aujourd'hui, je ne sais pas où le situer C'est pour que le des moment. mecs à bague. C'est que des mecs à bague qu'on parlait avec des mecs qui en ont pas. Est-ce qu'il est plus fort que Iverson? Alors attendez, je vais rebondir là-dessus. Je vais donner le mot de la fin à Zichan. Il y a quand même quelqu'un qui a fait le crime de lèse-majesté, c'est quand même Daryl Morey, le GM qui l'a drafté, qui est dans les stats et qui a quand même dit que James Harden était plus efficace de manière offensive que MJ. Bon, je ne sais pas où les gens se situent, mais... J'y vais, j'avais pas entendu ça. Déjà, t'as compris, quoi. Voilà. Donc, moi, je vais revenir au centre quand même le débat pour dire, regarde, James Harden, pour ce qu'il fait, respect. En termes d'attaque et le move qu'il a mis en place, aucun problème. Dans l'histoire, ça va être encore difficile de pouvoir vraiment le juger et de pouvoir, tu sais, le mettre dans différentes aires avec différents joueurs. L'ère actuelle, comme on dit, il est vraiment dangereux et tu ne peux pas te permettre de le laisser et de l'ignorer. Maintenant, en tant que joueur, si tu dois calquer ou tu dois en fait mettre une génération par rapport à un type de joueur, leur dire dribble, 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 shoot, ISO tout le temps, c'est en fait énervant en termes de basket et ce qui nous a fait rêver pendant toutes ces années en fait. Tu peux être dangereux en termes d'attaque et compagnie, mais ça se joue aussi en attaque et en défense. Donc il y a beaucoup de positifs à dire par rapport à ce qu'il fait et la façon qu'il est dangereux en tant que joueur. Mais des deux côtés du parquet, l'équation elle n'est pas équilibrée. Et honnêtement, à voir maintenant dans la durée si tu peux vraiment le mettre en avant et si il arrive à gagner avec cette façon de jouer. Il est en train de s'adapter aux Nets. Ils sont en train de faire un trio qui a le potentiel de faire des étincelles et vraiment créer des problèmes à énormément de personnes. À voir si ça va durer et comment ça va se stabiliser. Zich? Écoute, moi, tu vois, en écoutant tout le monde, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est en train de le cartonner. Tout le monde est en train de dire que c'est un joueur extraordinaire. Ah, les gars sont là pour. Non. Ouais, il y a 2 ans de ça, on s'est retrouvés à Londres entre nous et j'étais le seul à débattre contre vous tous par rapport à Harden. Moi, je me rappelle, c'était dans un pub. Ouais, Dans un pub. Si on aimait le jeu de Harden. Comment? À Londres, on demandait si on aimait le jeu de Harden, si ça faisait que c'était un grand joueur avec ce style de jeu-là. Aujourd'hui, on repart de la même chose. C'est un grand joueur avec son style de jeu. Il n'y a personne en NBA qui peut l'arrêter. Tu me donnes un joueur qui peut arrêter ce mec-là en 1-1. Il n'y en a aucun. Ouais, mais Zich. Ah, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est du one-on-one? Si, il y a un joueur qui peut arrêter Harden, c'est Harden lui-même. Parce que quand il n'est pas dedans et qu'il continue à shooter comme un forcené, c'est normal. il va sans... Alors maintenant, les gars, on parle d'Harden à Houston. Quand il avait que des mecs qui étaient à l'extérieur, à ligne de 3 points, donc tu fixes, tu vas soit au bout chercher la faute, soit tu marques, soit tu donnes à Gordon ou à un tel ou à TJ Tucker pour prendre un de tes jeux. Mais ça s'arrête là. Le jeu de Houston, c'est ça depuis des années. Il est moche, il est dégueulasse. Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a aucun débat. Maintenant, on parle d'un joueur, on ne parle pas de l'équipe. On parle d'un joueur. Et là, aujourd'hui, quand tu vois James Harden arriver à Brooklyn, il s'adapte. D'accord, il s'adapte un petit peu aux joueurs qu'il a aussi autour de lui. Il a aussi, je vais reprendre ce qu'il a dit Vic, il a évolué. Et c'est ce que j'avais dit sur la première émission que j'avais faite avec vous, c'est que Irving lui a donné les clés de la main. C'est-à-dire que là, il est en mode, je vais faire des passes. Et quand je peux marquer, je vais marquer. C'est pour ça qu'au niveau des passes, je pense qu'il sera meilleur passeur de la Ligue cette année. Je ne vois pas qui va pouvoir le dépasser. Ça, c'est pratiquement sûr. Après, quand tu as Irving à côté et tu as Durant à côté, c'est facile. Hein. C'est facile de faire des passes, merci. C'est plus facile. Non, c'est plus facile de jouer au basket. Mais c'est pas je reviens sur 2 ans en arrière, quand on avait eu l'altercation, le petit débat. C'est grand mot. C'est terminé au poste de police. Alors, on que le mec était un top joueur. Nous, on pointait plus le jeu de Houston qui était pour nous, vraiment, c'était pas anti-basket. Mais oui. Voilà, c'était pas du basket. Enfin, c'était le basket puisque il gagnait des matchs, mais j'ai envie de te dire, c'était par rapport au fait que le mec vampirise, pour reprendre le terme de Pi, c'est soit jouer au bout, soit je veux dire, tu pouvais pas aller au titre parce qu'il revendiquait de pouvoir jouer le titre. Il n'y a pas de Nous, c'était ça notre débat aussi là-dessus.
Mais en termes de Ça fait joueurs quand, 1 là contre 1, ben, bien sûr que personne ne peut l'arrêter en NBA. Aucun doute. génial. Houston, Sauf que la seule année où ils vont vraiment tu dis loin avec Houston Houston, champion. c'est vraiment chaud. Il y a Stipi qui est là et c'est quand il accepte de partager avec Chris Paul, s'il se blesse pas, tout le monde aura le doute toujours, on se dira toujours. Et s'il s'était pas blessé, et c'est la seule fois où Houston où ça a géré. C'est le moment où Harden n'a pas été le centre. Maintenant, sur ça, il n'y a pas de doute. Vic, si Houston, il y a 2 ans, tu me dis, ils vont être champions grâce à ce jeu-là, j'arrête le basket et je vais regarder du ping-pong. Hein. Il n'y a pas de problème. On est d'accord avec On ça. passe le bonjour aux amateurs de ping-pong. Maintenant, quand on parle de James Harden, on parle de James Harden, on ne parle pas d'Houston. Le débat, c'est James Harden, sa place. On est d'accord. Mais est-ce que ça Ouais, suffit dans justement? l'histoire. Est-ce que ça suffit? Arrêtez de parler d'il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, si tu sors les C'est stats toi, de James c'est toi qui as Harden, parlé d'il y a 2 ans. non, parce que Écoute la voix de ramener ça. Messi, on parle dans Regarde, l'histoire. attends 2 secondes. Je regarde les stats de James Harden, s'il te plaît, Tchos, regarde, depuis combien d'années le mec il tourne à 25 points de moyenne. Non, mais ça, on est d'accord. Hein. J'ai donné ses stats, Et 3 fois meilleur marqueur. Non, Moi, non, mais ce que je veux, attends. ce que j'aimerais. Ça fait 10 On va ans. poser la question autrement. En fait, vu que tu dis one and one, alors est-ce que James Harden est dans l'histoire mieux que Kobe, mieux que MJ, mieux que Ray Allen et compagnie? Où est-ce que tu le situes? Non, mais maintenant je vais rentrer les titres. Pour moi, t'as vu, il faut des titres. Eh ouais. Ah. On en revient toujours. On en revient toujours à la même chose. Donc dans l'histoire, tu le mets où? On répond à la question tout simplement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il n'est pas encore situable parce qu'il n'a pas de titre, il fait des gros stats. Et on est en 2000. Il a été drafté en 2012. Il était drafté en 2009. On est en 2021. Ça fait 12 ans en NBA au bout d'un Ça fait moment. 11 ans. Mais Ouais, 11 ans. qui peut me dire où il le situe aujourd'hui? Personne. Mais si, tu peux dire s'il va être plutôt top 15 ever à son poste, top 10 ever à son poste, top 5. Moi, je ne le verrai jamais. Alors, c'est peut-être de la mauvaise foi, mais sincèrement, je ne pense pas qu'il sera un jour même dans le top 5 des meilleurs arrières de l'histoire de la NBA. S'il arrive à gagner un titre ou des titres, ce qui sera un minimum, parce que depuis tout à l'heure, vous dites peut-être machin, Boston avec Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, si c'est pas finale NBA, c'est un flop, ou presque. Parce que Boston, tu as dit Brooklyn. Attention. Pardon, c'est l'énervement anti-Harden, la haine de Harden qui me fait bafouiller. Alors, Ah, je savais que ça allait vous chauffer. Trichette, tout à l'heure, j'ai regardé le classement des joueurs pour savoir où il se situait aujourd'hui. Je crois qu'il est aux alentours de la 33e place, je crois, des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Mais pour moi, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. En fait, ça veut rien dire, mais en fait, moi, il y a un truc que je comprends pas. Ah, on t'a perdu, Vich. Pierre vient de dire, c'est mon anti-Harden. Je vois pas pourquoi, en fait. C'est quoi le problème que tu as avec Harden? Mais parce que simplement sur les 11 ans à NBA, il y a 8 ans où son style de jeu ne me plaît pas du tout. Donc sur une carrière, quand les 3 quarts de ta carrière, tu représentes un style de basket qui ne me parle pas, bah je vais pas t'aimer. C'est quelque chose de... mais tu dois reconnaître que, regarde, il fait gagner son équipe, il trouve un moyen, et la réalité, c'est que quand tu regardes, en fait, par rapport aux victoires que tu peux lui attribuer à chaque joueur, il est dans le top 10. Jordan est bien sûr au-dessus, ramené à 48 minutes. CP3, je crois, il est 4e. LeBron est 6e. Mais James Harden, il est 8e. Et tu ne peux pas nier qu'il arrive à gagner. Alors, tu aimes... Mais je ne nie pas ses résultats, je ne nie pas ses qualités. Je dis juste que moi, si tu me demandes, moi, où je le situe dans l'histoire, je le mets peut-être au maximum, il sera dans le top 10. Déjà, tant qu'il n'a pas de bague, il ne fait pas partie du top 10. Mais quand il aura une bague, bah, il sera peut-être dans le top 10. Le seul joueur où j'arrive à l'estimer, à le mettre vraiment haut, justement dans le classement ever, c'est Iverson, parce que tout seul avec son équipe, il est resté pendant des années, il l'amène en finale. Énorme respect. Et pourtant, c'était un croqueur et tout ce que tu veux. Mais Harden, non. Bon, le mot de la fin, messieurs, qui veut dire le mot de la fin sur James Harden? Je l'aurais laissé à Zéchan. Moi, le mot de la fin, on peut dire ce qu'on veut sur Harden. D'accord. Moi, je pense que, comme il a très bien dit, je pense qu'il a évolué. Et à mon avis, il a autour de lui, il a des gros joueurs. Et les Nets, ça reste une équipe solide. Et je pense que Harden, à mon avis, là, on n'a pas fini de parler de lui. Ce sera le mot de la En fin. tout cas, On aura sûrement l'occasion d'en reparler d'ici la fin de la saison, je pense. Ouais. Il n'est pas d'accord. Non, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est juste que, effectivement, le mec n'est pas bête. Il n'est pas stupide. Quand tu arrives à Brooklyn et que tu as les joueurs qu'il y a autour de lui,
ça serait vraiment le roi des demeurés de continuer à dire non, je garde la balle et je prends mes pieds tout seul. Et évidemment qu'il va faire des passes, évidemment qu'il va faire évoluer son style de jeu. C'est normal. Mais on va attendre le résultat final par contre. Mais c'est Il faut normal. le titre à la fin. Et le C'est résultat pas juste final- les meilleurs passeurs des le résultat meilleurs passeurs de la final- saison, c'est rien. Par contre, s'ils ont la bague à la fin, on pourra commencer à discuter. Eh, Allez, aujourd'hui- messieurs, on va se aujourd'hui- détendre, on va se aujourd'hui- détendre. On va se détendre pour ces 5 dernières minutes. Aujourd'hui, Mets-leur 2 techniques à chacun, là. Mets-leur 2 techniques. Allez, on va se détendre pour aller jusqu'à la fin de cette émission avec un quiz. Et on va parler du All-Star Game, forcément, on en a parlé tout à l'heure. J'ai trouvé quelques petites questions concernant cet événement. Vous avez donc 5 minutes pour répondre positivement à mes questions. Première question, qui détient le record de participation au All-Star Game? Pierre, Will Chamberlain. Pierre? LeBron, Non? Kobe, Muggs? Will Chamberlain. Non plus? ouais, ça peut être Kobe. Non plus? Kobe. Zich? Duncan, Non plus. Un indice? Vas-y. Il a joué dans Arnold et Willy. Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar, bonne réponse de Pierre. Ouais, mais il avait déjà dit une Il a levé la réponse. main. C'est Moins l'indice, un. c'est l'indice qui m'a mis, parce que évidemment, je me rappelle de l'épisode. Ouais, mais il avait. Eh, mais attends, mais je comprends pas en fait. Tu as Seb, Ouais? tu as dit une réponse chacun, il a donné 4 réponses, Pierre. Ouais, mais à un moment donné, il faut donner des réponses. C'est la victoire. Une réponse. À un moment donné, je Chacun comprends lève, que chacun c'est lève la main. Chacun lève la main pour Oui, prendre la mais- parole. Mais à un moment donné, il faut. Moi, je t'ai donné la parole. Je t'ai donné la parole. Mais tu as dit tout à l'heure qu'on a 5 minutes. Tu as dit tout à l'heure qu'on avait 5 minutes pour répondre. Non, Plus, mais plus le temps passe, plus ma victoire rapporte 2 points. je parlais de globalement. Deuxième question. On a parlé tout à l'heure de la confrontation Est-Ouest. Justement, qui est-ce qui mène dans les confrontations? L'Ouest. West. Faux. West. L'Est. West. Ouais. Je laisse le point. Le plus grand nombre de points marqués par une équipe victorieuse sans Attends, prolongation. C'était quoi la réponse? C'était bien l'Est? Oui, c'est ça, oui, c'est Est. Il m'a 37, rajouté 5 points. Il m'a rajouté 5 points. C'est Nord, Trente. c'est Nord. 37 à 26. Je disais qui a marqué le plus grand nombre de points pour une équipe victorieuse sans prolongation? On a une fourchette ou pas? Bah, si vous me dites, allez, à 5 près, le nombre de points, le plus gros score offensif, quoi. 163. Non, Ah, 175. 158. non, Bah, 157 à 154, non. non, vous êtes loin, vous êtes assez loin. Hein. 175. Non plus. Non, faut plus bas. Non, j'ai dit le plus haut. J'ai dit le plus haut. 110. J'ai dit le plus haut. Donc, et 155, vous êtes loin. 183. 183. Pas loin. 185. Non, mais il va aller jusqu'à 200. 200 pour Mexi. C'est 196 exactement. Ah ouais, j'étais le plus proche. Hein, depuis le- Ils ont Euh, changé de feuille de match à un moment donné. quel joueur a marqué le plus de points en cumulé dans tous les All-Star Games? Non, ça serait pas Kobe. LBJ. Muggs. Devant LeBron Kobe. James. Le record de points en All-Star Game sur un match. Bah sinon, MJ. Davis. Bien joué, Muggsy. 2017. C'est qui? 2017 Ouais, avec 52 points. Stop me. à la Nouvelle-Orléans, en plus chez lui, je pense. Qui a gagné le plus de fois le titre de MVP? Bah c'est Kobe, parce que Bob c'est pour ça que ça Petit. porte son nom. Bien joué pour Pierre. Petit. Oh, damn. Dernière question. Qui sont les deux joueurs, alors, je ne sais pas si c'est les seuls, en tout cas j'en ai trouvé deux, qui sont les deux joueurs à avoir gagné le MVP du All-Star Game et le MVP du Rookie ou du Rising Star Challenge? C'est quand? Quelle année? Alors, qui a parlé en premier là? C'est Zishan. Ziz, Ouais, Arnett. Non, il m'en faut deux. Hein. LeBron, Jordan, Michael Jordan. Non, Tim Duncan. Magic, non plus. Magic Johnson, non? Quelle année? Bah, Attends, il y a lui qui est sur son ordinateur. Ouais, grave, il y a lui qui triche. Je triche Balance pas, une je année. triche pas. Balance une, ouais, bien sûr. un Balance une indice, petite un année. indice facile. Ils font partie de la même équipe cette année. Cette année? Russell, Ils font partie de la même équipe. Ils sont deux, hein. J'attends deux noms. Hein. Russell et Bradley Beal. Anthony Davis? Anthony Davis? Ah, mais
Non. Bah, ouais, mais il n'y a pas LeBron. Kevin Durant. Voilà. Et le deuxième? James Harden. Kyrie Irving. Kyrie Non, Irving. Ah, Irving, non? Si, Irving, Muggsy l'a dit. Muggsy, t'as enterré. Kyrie a gagné le MVP du All-Star Game en 2014, il a gagné le Rookie en 2012 et Kevin Durant a gagné le All-Star Game en 2012 et en 2019 et il a été MVP du Rookie Challenge en 2009. Voilà messieurs, on est pile dans les temps, 45 minutes. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez kiffé, on se retrouve la semaine prochaine. On a toute la semaine pour choisir des thèmes à aborder lors de cette prochaine émission. Un grand merci à vous. Toujours un plaisir, les bros. Warriors Portland. Pardon? Mercredi, Warriors Portland, c'est mon petit match. Il n'y a plus de match. On a supprimé cette paire. Je sais, mais c'est juste pour avant de couper, avant de dire au Eh revoir. ben parfait. Je triche. Merci, Tchos, maître de Je vous cérémonie, embrasse. les gars. À bientôt les gars. Yes. Allez, ciao. Allez, à plus. Ciao. Ciao.